Salut à tous, bienvenue à la correction de la partie 3 du devoir à maison numéro 2 pour le bac 1S. Alors, soit E, un ensemble non vide, A et B, deux parties de E, soit F, une application définie de E dans F. Montrer que si F est injective, alors F de A inter B égale à F de A inter F de B. Alors là, il s'agit d'une implication. On va montrer l'implication suivante. Alors F injective implique que F de A inter B égale à F de A inter F de B. Ça, c'est la question. Donc, supposons que F est injective. Supposons que F, l'application F est injective. Et montrons que F de A inter B égale à F de A inter F de B. Alors, pour montrer l'égalité des deux ensembles, on va montrer l'inclusion dans ce sens. Après, on va montrer l'inclusion dans l'autre sens. Donc, montrons, dans un premier temps, on va montrer que F de A inter B est inclus dans F de A inter F de B. Ça, c'est la question. Alors, pour montrer cette inclusion, on va prendre un élément de F de A inter B. Donc, je vais dire soit un Y qui appartient à F de A inter B avec des implications logiques. Je dois arriver à montrer à la fin que ce même Y appartient à F de A inter F de B. C'est comme ça qu'on montre une inclusion. Donc, dire que Y appartient à F de A inter B, cela implique logiquement qu'il existe un élément X, un antécédent, qui appartient à l'ensemble A inter B, tel que Y est l'image de cet élément par la fonction f. Y est égal à f de x. Et cela implique aussi logiquement qu'il existe un x puisqu'il appartient à A inter B, ça veut dire qu'il appartient à A et il appartient à B. Donc il existe un x qui appartient à A tel que y égale à f de x et il existe x qui appartient à B, parce qu'il appartient à A, il appartient à B, tel que y égale à f de x. Et regardez cette expression. Là, il existe x dans A, tel que y égale à f de x. Ça veut dire tout simplement que notre y appartient à f de A, à l'image de l'ensemble A, par l'application f. Et de même, cette expression veut dire aussi que y appartient à f de b. Y appartient à la fois à f de A et f de B. Cela implique que y appartient à f de A inter f de B. Voilà donc ce qui est montré. On est parti du fait que y appartient à f de A et finalement on a trouvé que y appartient à f de A inter f de B. Cela implique que f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Voilà, passons maintenant à l'inclusion dans l'autre sens.
ça veut dire montrant que f de A inter f de B est inclus dans f de A inter B. Voilà, de la même façon, toujours, n'oubliez pas qu'on a supposé que f, notre fonction, notre application est injective. Donc, on va prendre un élément, soit y, un élément de f de A inter f de B. Elle appartient à les deux, donc cela implique que y appartient à f de A et y appartient à f de B. Alors cela veut dire aussi, cela implique qu'il existe un élément dans A, ça veut dire, je vais l'appeler petit a, dans A, tel que y égale à f de A, de ce petit a, qui appartient à A. Et dire aussi que y appartient à f de B, là j'ai un et, il existe un petit b, je vais l'appeler petit b dans l'ensemble B, tel que y, notre y, est égal à f de ce petit b. Eh bien, regardez comme f, application f est injective, et injective, et ici, regardez, le y est égal à f de A et le y est égal à f de B, ça veut dire que f de A égale à f de B. C'est le même y. Et puisque f est injective, cela implique que A égale à B, par définition de l'injectivité. Et donc, cela implique que A et B représentent le même élément. Ça veut dire que je peux écrire qu'il existe petit a dans A, tel que f de y plutôt égale à f de petit a, et de même ici, il existe, regardez, B c'est A, donc je peux le remplacer par petit a. Donc B, tel que y égale à f de A. Voilà, donc le et ici, ça veut dire que notre petit a ici, il appartient à la fois à A et à B. Ça veut dire qu'il existe un petit a qui appartient à A inter B, tel que y égale à f de A. Et ça, c'est exactement la définition de dire que y appartient à f de A inter B. Et donc, cela implique que f de A inter f de B est inclus dans f de A inter B. Conclusion. F est injective, eh bien cela implique que f de A inter B égale f de A inter f de B. Bien, passons à la suite de l'exercice. Alors, soit f, la fonction définie par f de x, qui est égale à x moins la partie entière de x, sur x plus 1 moins la partie entière de x. Montrer que d de f égale à r. Alors, f de x égale à x moins la partie
moins la partie entière de x sur x plus 1 moins la partie entière de x. Alors montrons que d de f égale à r. Ça, c'est la question. Alors, d de f, ce sont tous les éléments qui appartiennent à r, tels que la condition qu'il faut exiger ici, c'est que x plus 1 moins la partie entière de x doit être différent de 0. Or, on sait que quel que soit x dans R, on sait que la partie entière de x est inférieure ou égale à x. Cela implique que la partie entière de x va être strictement inférieure à x plus 1. Donc, il est ici au égal, mais si j'ajoute 1, forcément, la partie entière de x est strictement inférieure à x plus 1. Et donc, cela implique que x plus 1 moins la partie entière de x est strictement supérieure ou égale à 0, ce qui implique aussi que x plus 1 moins la partie entière de x va être différent de 0, et ce, pour tout x dans R. Donc, d de f égale à R. Donc, il n'a aucun problème avec aucun réel. Voilà. Question 3. Montrer que f est périodique de période 1. Alors, périodique, une fonction est périodique s'il existe un t tel que x plus t égale à f de x. Et on appelle t la période. Ça, c'est la période de f. Et on dit que la fonction est périodique. Alors, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de montrer qu'il est périodique et de période 1. C'est-à-dire, on doit montrer que f de x plus 1 égale à f de x. C'est ce qu'on doit montrer. Bien. Alors, calculons f de x plus 1. f de x plus 1, je vous écris d'abord l'expression de f de x, d'abord. C'était x moins la partie entière de x sur x plus 1 moins la partie entière de x. Alors maintenant, f de x plus 1 égale, je vais remplacer le x ici par x plus 1. Donc ça nous donne x plus 1 moins la partie entière de x plus 1 sur x plus 1 plus 1 moins la partie entière de x plus 1. Là, je vais exploiter une propriété de la partie entière. Alors, rappel, pour tout n, quel que soit n dans n, un entier naturel, alors la partie entière de x plus n égale à la partie entière de x plus n. Alors notre n dans ce cas, c'est 1. C'est x plus 1. Donc, tout ça égale x plus 1. J'applique ici la propriété. Ça veut dire moins la partie entière de x. Mais attention, ici il y a un moins. Donc, plus 1 va devenir moins 1. Tout ça sur x plus 2, moins la même chose ici, la partie entière de x, et là on va voir moins 1. Ce qui nous donne finalement le 1 plus 1 et le moins 1 vont se simplifier, x moins la partie entière de x, 2 moins 1 c'est 1, donc on va voir ici x plus 1 moins la partie 1 entière de x. Et ça, ce n'est autre que f de x. Donc, f est périodique. De période 1.
Voilà. 4. Montrer, petit a ici, montrer que pour tout x dans l'intervalle 0, 1, f de x égale à x plus 1. Bien, on sait que, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, la partie entière de x va être égale à 0. Tous les éléments de 0, 1, leur partie entière, c'est 0. Donc, ça c'était 4 petit a. Donc, f, donc, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, f de x égale à x moins 0 sur x plus 1 moins 0, parce que la partie entière vaut 0, donc ça vaut x sur x plus 1. Voilà, c'est très facile, c'est juste des applications des propriétés du cours. Maintenant, tracer la courbe CF sur l'intervalle moins 1, droit. Bien. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est que, puisque f est périodique, et de période 1, ça veut dire qu'il suffit de tracer, par exemple, sa courbe juste sur l'intervalle, ici, d'amplitude 1. Et on va répéter la même courbe dans les autres périodes. Ça veut dire de 1 jusqu'à 2, de moins 1 jusqu'à 0, de 2 jusqu'à 3. On va répéter la même chose. Parce que f est périodique, ça veut dire qu'il n'y a qu'une translation de la courbe dans les intervalles d'amplitude 1. Donc, pour cela, regardons d'abord cette expression. Je ne veux pas dire la fonction, mais regardez juste cette expression, x sur x plus 1. Alors, x, voici un repère, donc x, l'expression x sur x plus 1, c'est une expression d'une fonction homographique. Il est toujours croissant parce que ici vous avez 1, ici vous avez 1, ici vous avez 0. Et donc, si vous calculez le delta, ça vous donne ici 1, 1, 0, 1, qui vous donne 1. Et il est supérieur à 0, donc va être croissante. Il a deux asymptotes. Premier asymptote, c'est moins d sur c, ça veut dire moins 1 sur 1. Donc là, donc ici on va voir l'asymptote. Attention, ici je ne trace pas la courbe de la fonction f. Je vous donne juste des indications. Voici x égale à moins 1. A sur c, ça fait 1 sur 1. Ça, c'est la deuxième asymptote. Ça veut dire ici. Voilà, donc ici, vous avez, ça, c'est y qui est égal à 1, et ça, c'est x est égal à moins 1. Donc, notre fonction est croissante. Des petites valeurs maintenant, par exemple, pour 0, les x, les f de x. Alors 0, c'est 0. Regardez 1, ça va donner 1 demi. Donc la fonction elle va être croissante comme ça. Le 1 ici, c'est 1 demi. 1 demi. Le 1 ici, voilà. Donc elle va être croissante, va passer par 0. Et elle va croître jusqu'à s'approcher de la droite, y égale 1. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est dans cet intervalle-là, 0, 1. Ici, regardez, dans cet intervalle 0, 1, mais qui n'est pas défini en 1, donc je vais juste dessiner cette partie. Dans notre fonction f, on s'intéresse juste à cette partie-là de 0 à 1. Donc, je dois tracer d'abord 1 demi, et 1 comme étant image de 1. Mais puisque dans notre fonction f, il n'est pas défini dans 1, il n'est pas défini dans 1 pour 0, 1, il est défini dans 1, 2 plutôt. Donc, regardez comment on va tracer notre courbe. Donc ici, je vais mettre 1 demi.
Voilà, ici, jusqu'à 1. Donc 1, 1 demi. Et là, je retrace ici la courbe de l'hyperbole, hein, une petite partie de l'hyperbole de l'expression x. Mais puisqu'il n'est pas défini ici, l'intervalle il est ouvert ici, 0, 1. Donc, dans 1, il n'y a pas d'image. Donc, pour tracer toute la courbe dans l'intervalle moins 1, 3, il suffit juste de faire la translation. Puisque f est périodique de période 1, donc chaque point ici, hein, quel que soit m, non, un point xy dans cette... Vous prenez un point ici, n'importe quel point m de coordonnées xy, eh bien, pour tracer la courbe, on va voir que c'est une translation. Comme si vous faites une translation, ici, t, une translation t de vecteur u. Hein. Avec u, c'est un vecteur unitaire de coordonnées 1, 0. Voilà, ça c'est le vecteur de la translation avec laquelle on trace notre courbe. Donc on va juste, ce sont juste des répétitions. Voilà, donc je vais tracer la même chose ici. Voilà. Alors toujours dans l'intervalle maintenant 1, 2, on va faire la même chose. Hein. Donc il n'est pas défini en 2 sur cet intervalle. Et même chose ici, à peu près. Voilà, même chose ici. Alors ça, c'est C, F. Hein. Ça, c'est la courbe de F. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.